C'est ici, à la frontière commune entre le Congo et l'Angola, à quelques kilomètres de Pointe-Noire, que le général de brigade Jean Lesongo Andaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1, commandant mixte territorial de la force publique au Kwilu et Pointe-Noire, a accueilli le 2 mars 2026 son frère d'armes, le lieutenant-général Tukikebi Toussaint dos Santos, commandant de la région militaire et de police du Cabinda. C'était à l'effet de la tenue d'une réunion de concertation bilatérale entre les deux commandements territoriaux, rencontre laquelle constitue le prolongement des concertations permanentes existantes entre le Congo et l'Angola et fait suite aux recommandations issues de la réunion ministérielle tenue à Pointe-Noire du 16 au 22 mai 2022 et prescrit conformément aux instructions du chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoye. Ici, les échanges ont porté sur le rappel des conclusions découlant de la réunion bilatérale des deux parties, tenue le 15 octobre 2024 à Massabi en République d'Angola, l'évaluation sécuritaire de la frontière commune Congo-Angola, la présentation des acquis des échanges bilatéraux ainsi que le raffermissement de la collaboration entre les services spéciaux. Cette réunion se tient dans un contexte particulier marqué chez nous au Congo par l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra le 15 mars 2026. Ainsi donc, en général, cette réunion revêt un caractère important dans le cadre du raffermissement de notre collaboration et tout particulièrement de nos services de renseignement. Le renforcement de nos relations est à notre satisfaction commune car c'est le prolongement de la très bonne dynamique engagée et poursuivie par les excellences le président Denis Sassou Nguesso et le président João Manuel Gonçalves Lourenço. À travers leurs actions, nos chefs d'État nous montrent la voie, nous montrent le chemin et nous exhortent à suivre leur exemple en œuvrant sans relâche dans la consolidation de la paix. Ces réunions visent à analyser la situation de la sécurité de notre frontière commune, la relation entre les deux peuples, une ambiance salutaire entre les deux forces armées. C'est le produit de ces rencontres, de ces réunions, parce qu'il produit des résultats positifs qui nous fait de telle sorte que nos populations soient en sécurité, parce qu'on est en train d'observer les recommandations de nos réunions. Les plénières ont donné lieu à une séance de travail à huis clos, occasion d'un échange franc et fructueux entre les deux parties. Satisfaits de la bonne tenue de la concertation, les deux officiers généraux ont à l'issue de cela approuvé le compte rendu des travaux et procédé ensuite à l'échange mutuel des parapheurs. Puis est intervenue la photo de famille pour immortaliser ces instants, suivi d'un déjeuner de fraternité et qui a été couronné par des échanges de cadeaux. Il s'est de noter que la prochaine concertation entre les deux commandements sur les questions de sécurité à la frontière commune se tiendra en République d'Angola à une date ultérieure. Les pharmaciens continuent à se faire voler la vedette par les infirmiers et infirmières dans nos hôpitaux, foulant aux pieds non seulement leur code éthique, mais aussi le serment d'Hippocrate, créant ainsi la confusion dans l'esprit des patients qui ont souvent du mal à s'approvisionner en produits pharmaceutiques, parce que soumis à la pression des infirmiers qui prennent le malin plaisir de vendre les médicaments sous les manteaux, une pratique qui va à l'encontre de leur profession. Jusqu'à preuve contraire, la direction générale de l'hôpital général Luandili ne cesse de lutter contre le comportement déviant. La vente de médicaments, la direction générale ne veut pas ça ici à Luandili. Nous ne voulons pas la vente de médicaments. L'absentéisme, nous ne voulons pas. Nous voulons plutôt des infirmiers compétents, excellents ici à Luandili et qu'avec ces assises, nous en disons que maintenant, l'infirmier à Luandili est au top. Nous avons largement été édifiés, nous avons échangé sur beaucoup de thématiques. Nous disons, nous élevons pour développer mieux la profession infirmière à Luandili. Afin d'arrêter cette hémorragie, l'Ordre des pharmaciens, en connivence avec les autorités en charge du domaine de la santé, doivent redoubler d'efforts en mettant en place
les méthodes répressives susceptibles de décourager des auteurs de ce comportement antiprofessionnel. Pensée pieuse à un cadre de ce pays, Philippe Mvou, PCL, professeur cette fait des lycées, très éloquent et droit. Il enseignait le français, tantôt la géographie. Disons-le qu'il était un pédagogue au complet. À l'entendre parler, son déroulé était parfumé, maîtrisant ainsi la langue de Molière. Philippe Mvou, à l'école primaire à Ouézé-Brazzaville, fut condisciple d'Ambinding Guesso. Puis, les deux, devenus des grands amis, presque membres d'une même famille biologique. D'ailleurs, les excellentes et parfaites amitiés avec ce dernier lui ont valu les 2 postes ministériels qu'il a occupés les 12 premières années des années 2000. Ministère de l'énergie et de l'hydraulique d'une part, et ministère des postes et télécommunications d'autre part. En 7 ans d'expérience, le mot réforme fut le maître mot dans sa bataille ministérielle. Mais en vain. Voici l'illustration. Presque une douzaine d'années passées à la tête du Conseil supérieur de la liberté de communication, le mot réforme a eu son sens. Tenez, carte de presse, ouverture des bureaux départementaux de délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication, vulgarisation des textes administratifs, coopération avec les conseils supérieurs de presse de l'extérieur, rappel à l'ordre des médias d'État et privés, chauds et froids, émettant et paraissant en République du Congo. Permanente rencontre avec la presse nationale. Toutes ces réformes portent le sceau de Philippe Mvou. En tant que président du Conseil supérieur de la liberté de communication, il a inauguré MCR TV à Pointe-Noire. La cohabitation au quotidien avec les professionnels de l'information et de la communication fut une grande école d'apprentissage pour l'illustre disparu. Au fur et à mesure, Philippe Mvou était assimilé à un chevalier du micro et de la plume. Puisqu'il s'est familiarisé avec le jargon de la presse. Très rigoureux, Philippe fut un bon et vrai compatriote. Nationaliste, natif de Kélé dans le département de la Cuvette-Ouest, son épouse, elle, est native de la Bouinza, notamment de Mouyonzi. Cette dernière, lorsque son époux, Philippe Mvou, fut nommé ministre, chantait et dansait sans arrêt. Désormais, c'est Madame le ministre. Et le tout nouveau ministre disait, je cite, « Madame Mvou, tu danses, tu chantes, parce que je suis nommé ministre. C'est bien, bravo, tu feras autant lorsque je serai débarqué du gouvernement. » Fin de citation. Philippe savait par cœur qu'il existe le grand E, l'entrée, et le grand S, la sortie. Autrement dit, la porte d'entrée et la porte de sortie. Ce grand homme, alphabétisé, lettré et intellectuel, a quitté la terre des hommes en février 2026 en France à 75 ans. Que son âme repose en paix. Le 8 mars est une journée dédiée à la reconnaissance des droits des femmes, à la lutte pour l'égalité et la valorisation de leurs contributions dans tous les domaines. Cependant, derrière les célébrations festives, cette journée semble de plus en plus détournée de son véritable objectif. Certaines femmes profitent de l'occasion pour s'offrir une journée de liberté totale. Consommation excessive d'alcool, soirées arrosées et même des comportements jugés inappropriés par leurs conjoints. Cette dérive nourrit les critiques réduisant la portée symbolique de cette journée à une simple journée de réjouissance. Autre dérive constatée, la course au pain du 8 mars. Des disputes dans certains foyers lorsque le mari ne peut pas financer l'achat du pain. Cette pression financière détourne encore une fois l'essence même de la journée, qui devrait être un moment de réflexion, de réaffirmation des droits des femmes, de leur place dans la société et non un fardeau économique. Beaucoup de ces femmes confondent souvent la journée du 8 mars. Ils se disent que c'est pour la dépravation des mœurs, aller dans les bars, accélérer avec l'alcool. Mais moi je dirais que c'est une journée de prendre conscience. La femme doit prendre conscience de son état. La femme doit prendre conscience dans la société. Femmes que nous sommes, n'oublions pas que l'homme est le chef de famille. C'est pas pour une seule journée, pour un seul jour que nous allons briser tout un avenir. Parce que l'homme ne nous a pas acheté le pain, parce que l'homme ne nous a pas fait sortir, parce que l'homme ne nous a pas offert beaucoup de cadeaux. Non, si l'homme ne l'a pas fait, il y a beaucoup de raisons. Parfois, il ne l'a pas eu, il n'a pas trouvé ce qu'il pouvait trouver pour satisfaire à tes besoins. Le 8 mars ne doit pas être une occasion de débordement, mais une opportunité de rappeler
que l'égalité entre les sexes est encore un combat d'actualité. Célébrer les femmes, c'est avant tout reconnaître leurs valeurs et travailler ensemble pour un avenir plus juste. Aucun être humain ne décide de naître avec une malformation physique ou mentale. Le cas des personnes vivant avec handicap. Ces personnes qui ont leurs pleins droits, comme toute autre personne, subissent malheureusement au quotidien plusieurs formes de discrimination, telles des moqueries, des mises à l'écart, des traitements injustes ou des refus de droits pour raison de santé ou de handicap, des insultes, des assassinats. La liste n'est pas exhaustive. La discrimination, c'est bon. En tout cas, on en a beaucoup entendu. On en a beaucoup entendu des témoignages. Nous avons au moins une liste de ces enfants que nous faisons des suivis. Parfois, quand vous appelez là, oh non, l'enfant n'est plus, il est décédé, l'enfant est comme ceci, l'enfant est comme cela. D'autres, on nous apprend même qu'ayant ces enfants-là, n'ayant pas de possibilités, les mamans sont abandonnées à elles-mêmes et sont obligées parfois même d'aller jusqu'à tuer. Si ces enfants-là sortent de notre société, c'est pour quelque chose. Nous ne disons pas que nous avons la possibilité de les rendre utiles comme les enfants normaux. Non, mais nous avons la capacité de leur donner, avec l'aide des parents, cette petite autonomie qu'ils peuvent avoir pour pouvoir accéder à la société. La situation des personnes vivant avec handicap s'est considérablement améliorée au cours du dernier demi-siècle en vue de mettre en œuvre leurs droits sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, comme c'est écrit dans l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Exemple, le droit à l'éducation. Nous avons des enfants IMC qui sont plus atteints physiquement. C'est le moteur qui est atteint. Mais la tête, et tout va bien. Il n'a pas de problème de mémoire. C'est un enfant qui réfléchit bien. C'est juste que son physique est atteint. Cet enfant peut même aller à l'école normale. Il peut tenir un crayon, il peut tenir un feutre, il peut gribouiller. Donc oui, un enfant IMC peut aller à l'école. Maintenant, pour les enfants IMC qui ont des problèmes au niveau du cerveau, le cerveau a un petit retard mental, tout ça, cet enfant peut aller à l'école, mais école spéciale, pas à l'école normale. Vivre avec ces personnes, c'est savoir supporter toute forme de marginalisation et de ne pas baisser les bras. Deux mères ayant des enfants IMC parlent de leur calvaire au micro de la RTA OPH. Ça fait mal. Toute forme de moquerie ne manquait pas dans le quartier. C'est des suites d'un AVC que mon fils est devenu dans un tel état. Sinon, il n'est pas né comme ça. Certaines personnes traînaient sa maladie d'ensorcellement. Je demande à tous parents ayant des enfants IMC de les considérer comme tout autre enfant. Les gens se moquent de mon fils. Cela me fait de la peine. J'ai de remords, mais malgré cela, je m'occupe de lui comme il le faut. Je remets tout entre les mains de Dieu. À mon avis, personne ne souhaite et ne décide que son enfant naisse avec une quelconque maladie. Appuyer davantage l'intégration des personnes handicapées contribuerait à vaincre la discrimination qui les relègue aux marges de la société. Valoriser leurs aptitudes et leur potentiel serait bénéfique pour l'ensemble de la société. Les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH, Pointe-Noire-Kouilou, ont célébré avec faste le dimanche 1er mars 2026 au Mont Ararat, en PACA 120, la première journée du président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Cette journée a été instituée au sein de l'association Luzolo Amour OPH par la note circulaire numéro 018 du 10 mars 2000, lue par la chronique à cette occasion. C'est avec un réel plaisir que je vous annonce l'institution de la date du 27 février comme journée du président fondateur de l'ASLA OPH. Elle sera célébrée de génération en génération, chaque année, jusqu'à la fin du temps. D'aucuns se poseront sans doute la question de savoir qu'est-ce que cette affaire. Eh bien, l'initiative n'est pas de moi, mais du gros chef Jean-Alexandre Ngabiki, membre du PCI. Il convient de noter que cette célébration a été placée sous la férule du frère Henri Nkodia, qui, prenant la parole pour son mot de circonstance, a déclaré ce qui suit. Chacun de nous peut être un fan.
Il se posait question. Est-ce que moi aussi, par rapport à mon comportement, par rapport à ce que je fais à Guy Émile Fossé Tchoukwabo, est-ce que je suis déconnecté ou bien déconnecté? Cette cérémonie a également été marquée par des témoignages captivants. Somba Axel, commissaire régional des éclaireurs Luzolo Amour, chargé de la formation, abordé par nos reporters, s'est exprimé en ces termes à notre micro. En ce jour, nous célébrons la première journée du président fondateur. C'est le témoignage de notre amour vis-à-vis de notre papa, vis-à-vis de notre Seigneur. Oui, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La sortie des étendards a mis un terme à cette cérémonie. En cette quatrième et dernière génération, dite génération de Dieu le Père, au cours de laquelle interviendra le jugement dernier des nations, Guy Émile Fossé Tchoukwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, l'esprit de vérité annoncé dans Jean 16 du verset 10 au verset 15, révèle à l'humanité les vérités divines de l'heure. Parmi ces révélations figure en bonne place le lieu du jugement dernier des nations. Dans un message daté du 18 mai 2007, il affirme que entre 1993 et 1999, Dieu lui a révélé que le jugement dernier se déroulera au mont Karikari, la nouvelle demeure de l'Éternel, et lui a donné l'heure et le jour auquel cet événement se produira. Quand nous nous référons dans la Bible, précisément dans Matthieu, on voit que la Bible dit que ni les anges, ni même le Fils, ce n'est que le Père. C'est-à-dire que ce droit-là n'est réservé qu'à Dieu. Mais si Guy Émile Fossé Tchoukwabo, terrien qu'il est, il nous dit qu'il connaît bien et il donne avec précision, ça veut dire qu'il n'est pas un homme de la terre. Ça veut dire que c'est lui Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi il dit que le jugement dernier, donc le jugement des nations, aura lieu au mont Karikari, qui se situe à 38 km de Brazzaville. Et cela est dit de Guy Émile Fossé Tchoukwabo. Ne perdons plus de vue que le mont Karikari, demeure de l'Éternel, situé à Kibosi-Garcef-Co en République du Congo, est le lieu où se déroulera le dernier jugement des nations et que l'heure et le jour exact de cet événement sont connus de Guy Émile Fossé Tchoukwabo. Faut-il vous rappeler que, tome 1 et 2, page 20, troisième paragraphe, c'est la pensée, la raison qui distingue l'homme de l'animal. Mais la pensée négative, la pensée incontrôlée, maintient l'homme à un niveau beaucoup plus bas que les animaux. Il faut savoir contrôler nos pensées, chasser les intruses.